La grève générale des employés de la Jirama a débuté ce jour au siège de Soniran. Les grévistes dénoncent l'indifférence des dirigeants face à leurs revendications. Un ultimatum de 24 heures a été lancé aux autorités. Les analyses envoyées à l'étranger confirment que le drame survenu lors d'un anniversaire à Ambomalaz était un empoisonnement volontaire. Selon le ministère de la Santé, la thèse du botulisme serait écartée. La grève générale du syndicat des employés de la Jirama a débuté aujourd'hui au siège de l'entreprise à Soniran. Tous les employés se sont rassemblés pour entamer le mouvement. Face à l'indifférence des dirigeants, aux appels au dialogue et aux revendications, les grévistes affirment avoir été poussés à bout. Le nouveau statut de la Jirama constitue la principale cause de cette grève. Les employés dénoncent une tentative de privatisation de l'entreprise publique. Le syndicat est clair, annuler et retirer sans délai le nouveau statut. Ensuite, discutant du redressement de la Jirama. Les employés dénoncent également le manque de transparence dans la gestion actuelle et dans les projets signés par les dirigeants, qu'ils jugent inutiles et jamais réalisés. Les techniciens, selon eux, ne sont pas valorisés, tandis que des personnes non qualifiées motivées par des intérêts personnels interfèrent dans leur travail. Ils estiment que les projets de production électrique promis par Anjadzwil sont en échec, ce qui expliquerait les coupures récurrentes d'électricité et d'eau. Le syndicat accorde 24 heures aux autorités pour réagir. Ne lancez plus de projet bancal si l'on veut redresser la Jirama. C'est la source du problème. Nous sommes contraints de suivre les ordres de non-techniciens, de politiciens ou d'individus cherchant le profit personnel. Les gestes techniques ne sont pas respectés. Si ce projet de 105 MW avait été confié aux techniciens de la Jirama, il serait déjà opérationnel. Le pays est en danger, les citoyens doivent en prendre conscience. Des intérêts douteux veulent s'emparer de la société, mais les employés s'y opposeront fermement. Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures a immédiatement réagi quelques heures après le début du mouvement en ordonnant la reprise du travail. Des employés affirment avoir subi des pressions, intimidations et menaces, mais le syndicat reste déterminé. Les grévistes ne reprendront pas le travail tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites. En réponse aux accusations selon lesquelles les délestages seraient causés par les employés, le syndicat dément formellement, pointant du doigt l'État. Ce ne sont pas les employés qui provoquent les délestages. La Jirama ne gère plus la production, seulement les dépannages. Ce sont des tentatives d'intimidation pour nous faire taire, mais nous refusons de céder. Pourquoi imposer une réquisition, puis nous avoir convoqués ensuite ? On veut affaiblir notre crédibilité syndicale. La Jirama est instrumentalisée à des fins politiques. Pourtant, nous avons toujours été ouverts au dialogue, et les techniciens ont des solutions concrètes. Presque tous les services de la Jirama à Antananarivo et ses environs sont actuellement fermés. Les régions ont également rejoint le mouvement. Domas, Madzang, Feneratsu, Tuliaj, Atirabe, Murdav, entre autres. Le syndicat annonce une intensification de la grève dès demain avec le soutien annoncé d'autres syndicats. Parallèlement, les autorités menacent désormais les employés de poursuites judiciaires et d'arrestations selon les déclarations. Les dirigeants s'alarment face à la grève générale des employés de la Jirama. Deux ministres ainsi que plusieurs partisans du régime ont exprimé leur inquiétude concernant les véritables objectifs de ce mouvement. Certains propos laissent entrevoir des menaces implicites accusant les grévistes de prendre en otage les consommateurs et la population. En réponse, un représentant des employés de la Jirama a déclaré aujourd'hui que le régime actuel porte la responsabilité des troubles et de la dégradation des conditions de vie de la population en refusant de résoudre les problèmes structurels. Qui a fait passer la loi qui a retiré aux employés de la Jirama leur principale responsabilité, causant ainsi cette situation, a-t-il lancé. Ils disent que nous ne sommes qu'une minorité, ils nous sous-estiment. Ils affirment que nous prenons la population en otage, mais non, ce sont les dirigeants qui prennent le peuple en otage en ne réglant pas les problèmes. Toutes les responsabilités qui faisaient de la Jirama une vraie entreprise nationale ont été retirées, pour mieux préparer sa privatisation. Qui a voté cette loi à l'Assemblée nationale ?
Nous sommes surpris par la violence des réactions de certains responsables nommés à notre encontre. Parlons franchement, pensez-vous que de simples employés, déjà peu nombreux, surchargés, menacés et intimidés, ont le pouvoir de faire s'effondrer un pays entier? Pourquoi nous traiter ainsi? Parce que nous sommes de simples travailleurs. Écoutez donc ce que dit la population, Monsieur le Président. Les dirigeants eux-mêmes reconnaissent que la population ne devrait pas être prise en otage. Ce ne sont pas les grévistes qui tuent les malgaches, mais bien les coupures d'électricité à répétition que les autorités sont incapables de résoudre, a déclaré le député Antoine Radirson. A-t-on déjà vu un gouvernement qui réagit de cette manière? Pourquoi attendre que les employés se mettent en grève pour se rappeler que le peuple souffre? Selon lui, une politique énergétique existe, mais le secteur de l'électricité continue de se dégrader et les dirigeants doivent en assumer la responsabilité. Le ministre concerné a appelé au dialogue, mais les employés affirment avoir été ignorés à 3 reprises. Pour de nombreux observateurs, il est désormais clair que le gouvernement est dépassé par la situation. Les problèmes ne sont pas résolus et le plan de redressement de la Jirama pour 2025 et 2028 n'apporte que peu d'espoir. Parmi les mesures prévues figure notamment une hausse du prix de l'électricité, plus 16% en octobre 2025 et octobre 2026 pour les entreprises utilisant la haute tension et la moyenne tension, plus de 10% en octobre 2026 pour les usagers domestiques utilisant la basse tension super confort et confort, puis plus 16% supplémentaires en octobre 2027 et octobre 2028. Des augmentations qui risquent de peser encore plus lourdement sur l'économie et sur les ménages. Plus d'un mois après le drame survenu à Mboumalaze lors d'une fête d'anniversaire qui a coûté la vie à plusieurs personnes, les analyses ont confirmé qu'il s'agissait d'un empoisonnement volontaire. L'annonce a été faite par le directeur général des services de santé au sein du ministère de la Santé publique, le docteur Andiatere Ramajulai. Des substances très puissantes inhabituelles dans l'alimentation ont été détectées dans les échantillons de sang et le reste de nourriture. Il ne s'agit donc pas de botulisme, a-t-il précisé. L'enquête suit son cours, aussi bien du côté des forces de l'ordre que de la justice d'instruction. La ministre du Travail a annoncé que toutes les procédures liées à l'immigration professionnelle des jeunes malgaches seront simplifiées. Un accompagnement est également prévu pour permettre aux travailleurs de s'installer à l'étranger avec leurs conjoints et leurs enfants. Le traitement des dossiers de départ sera accéléré afin de faciliter leur insertion dans les pays d'accueil. La ministre a souligné que l'immigration professionnelle présente des avantages à la fois pour les familles et pour le pays, notamment à travers les transferts d'argent envoyés par les travailleurs migrants à leurs proches restés à Madagascar. Nous allons simplifier les démarches administratives pour l'immigration professionnelle. Des accords ont été signés avec plusieurs pays. Jusqu'ici, les familles ne suivaient pas les travailleurs, mais cette fois-ci ce sera possible. Je le dis sans détour, c'est grâce à cette immigration que des devises entrent dans le pays et que des familles se développent. Il faut donc l'encourager. Mais cette déclaration a provoqué une vive réaction de la part du parti HVM qui dénonce une contradiction totale avec les promesses du régime actuel. Selon le secrétaire général du parti, cette politique est un aveu d'échec. C'est en totale contradiction avec le programme du président, qui avait promis 5000 emplois durant la campagne électorale. Signer un accord avec la Chambre de commerce canadienne pour faciliter la fuite des jeunes vers l'étranger est une honte pour le gouvernement. Cela montre son incapacité à mettre en œuvre une politique efficace de création d'emplois. Si le gouvernement en est à ce stade, il faut soit dissoudre l'exécutif, soit limoger la ministre concernée. Pour ce dernier, cette orientation politique est inquiétante car elle ignore les secteurs stratégiques du développement national comme l'agriculture, l'élevage, l'industrie ou encore l'entrepreneuriat. Qui restera pour construire le pays si tous les jeunes sont formés pour partir à l'étranger? Pendant ce temps, d'autres pays africains appellent leurs ressortissants à revenir pour contribuer au développement national, tels que le Burkina Faso, dont les progrès sont aujourd'hui visibles.
Pour de nombreux observateurs, le régime actuel manque non seulement d'une politique claire en matière de création d'emplois, mais encourage aussi l'exode de sa jeunesse. Quel genre de dirigeant pousse son peuple à partir plutôt qu'à bâtir son propre pays, s'interroge-t-il. La Sucrine est au cœur des discussions après l'incident survenu dans la nuit du dimanche 6 juillet 2025 lorsque le navire Betty Orera, appartenant à la compagnie espagnole Albacora, s'est renversé lors de sa mise à sec. Une communication officielle a été tenue ce 9 juillet par le directeur général de la Sucrine et un représentant des employés, mais aucune question n'a été autorisée à la presse à l'issue de la déclaration. Les responsables ont bien reconnu l'incident, mais sans en préciser la cause. Aucune explication technique n'a été donnée. Le directeur général s'est contenté d'indiquer que le navire était en cours d'inspection au moment de la mise à sec, précisant qu'il était alors bien stable. Aucun blessé n'est à déplorer. Selon les informations disponibles, la consigne d'échouage impose de corriger la gîte avant la mise à sec. Si cette règle n'a pas été respectée, cela soulève la question d'un éventuel manquement technique ou d'une mauvaise supervision. Était-ce une erreur humaine, une violation des procédures ou un défaut de compétence? C'est le deuxième navire qui chavire depuis le début de la campagne tonnière en mai dernier. La gestion de cette crise semble limitée à un simple exercice de communication. Aucune enquête ouverte, peu d'informations rendues publiques. Cela contraste avec l'affichage officiel du gouvernement qui affirme soutenir la Sucrine avec des moyens financiers, des équipements et un plan de redressement. Or, sur le terrain, la réalité est tout autre. Un navire chaviré sans explication, des salaires et pensions non versés, des informations bloquées et un silence pesant. Les critiques fusent, ce n'est pas un redressement si l'on recourt à la censure et à l'intimidation pour préserver une image. Ce n'est pas un progrès si les discours se multiplient, mais que la vérité reste enterrée. La source de financement de l'acquisition des bus électriques d'Andredswil reste encore aujourd'hui floue. Il n'a pas été précisé jusqu'à présent s'ils ont été achetés à crédit, financés par les fonds publics ou couverts par les dirigeants eux-mêmes. Quelles sont les conditions imposées par les bailleurs? Viseront-ils des profits ou un remboursement? Comme pour le téléphérique, les dirigeants doivent faire toute la lumière sur cette question, ont déclaré les citoyens. Gérer un pays, c'est gérer l'argent du peuple. Cela peut ressembler à une entreprise, mais la transparence est indispensable. Les sources de financement comme les dépenses doivent être connues en détail. D'où l'importance de la décentralisation de l'administration, pour un rapport transparent sur les finances publiques. Si ces fonds proviennent du budget de l'État, ils doivent passer par le Parlement à travers la loi de finances, car il ne s'agit pas d'argent provenant de la poche des dirigeants, mais de fonds publics. La population ne devrait pas être tenue dans l'ignorance, insistent les citoyens. Le fait de cacher l'utilisation de ces ressources est perçu comme un manque de respect. Les citoyens doivent savoir d'où vient l'argent et où il va. Il faut de la transparence. Sans cela, c'est un manque de respect envers le peuple. Je ne vois pas pourquoi on cacherait ces informations. S'il y a opacité, c'est qu'il y a des choses à cacher, ou qu'on a peur de quelque chose. Selon les dernières nouvelles, d'autres bus seront ajoutés. Ils circuleront sur une ligne pilote reliant Amurnakun à Kourjan, en passant par la rocade Yariv et Marimasei, avec 22 arrêts aller-retour. Un appel à manifestation d'intérêt a déjà été lancé pour les entreprises souhaitant gérer cette ligne de transport.